Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire que nous avons intitulé « Anticiper les risques pour ne pas planter sa boîte ». Et je vous propose d'abord de nous présenter et puis je vous expliquerai ensuite les sujets que nous allons aborder au cours du webinaire et son déroulement. Donc je vais commencer, je suis Virginie Dantard, je travaille à la direction de la création et de l'entrepreneuriat de BPI France et j'ai le plaisir d'être entourée de 5 intervenants que je vais laisser se présenter rapidement avant que nous fassions plus ample connaissance avec eux. Valérie, peut-être si vous voulez commencer. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Valérie Sauvêtre, je suis consultante dans un collectif d'entrepreneurs au service de la transformation des entreprises et je suis coach professionnel certifié. Merci. Samira. Bonjour à tous, donc Samira Himmer, moi je suis la directrice générale de 60 000 rebonds, l'association qui aide des entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise, on les aide à rebondir. Merci. Jean-Pierre. Bonjour à tous, moi j'anime le réseau de l'association Second Souffle, qui est une association d'entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs en difficulté en activité, de pair à pair. Voilà, on est sur toute la France et on accompagne de manière gratuite, bénévole. Merci. Laure. Oui, bonjour. Donc, je suis Laure Chansem, je suis psychologue du travail au sein de l'Observatoire à Maroc. Donc, je vous en parlerai après. Voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et Béatrice. Oui, bonjour à tous. Béatrice Raum-Texier, je suis médiatrice déléguée du crédit aux entreprises. Et voilà, c'est un service qui accompagne les entreprises confrontées à des difficultés de financement. J'aurai le plaisir de vous en parler plus en détail tout à l'heure. Merci à tous. Alors, vous le savez, BPI France est particulièrement engagé auprès des entrepreneurs. Et dans la phase du projet de création d'entreprise, nous mettons notamment à votre disposition des ressources, de nombreuses ressources, des outils pratiques pour vous aider à préparer votre projet. Vous les retrouverez sur le site bpifrance-création.fr. Nous intervenons également sous la forme de financement. Et puis, nous vous orientons vers les solutions d'accompagnement les plus adaptées à vos besoins. Et vous orienter vers les solutions d'accompagnement, ça nous semble essentiel parce que, on le sait, le parcours d'un entrepreneur est composé de nombreux succès, mais aussi de défis à relever. Le parcours n'est pas linéaire et certaines étapes peuvent parfois être plus difficiles. Et c'est justement pour ça que nous avons constitué avec 26 réseaux nationaux d'accompagnement à la création d'entreprise un collectif qui s'appelle le collectif CapCréa. Et ces réseaux ont chacun leur spécificité. Ils interviennent à toutes les étapes, depuis la naissance de l'idée, en passant par la construction du projet, le lancement de l'entreprise, son développement. Et certains d'entre eux interviennent également en cas de difficulté une fois l'entreprise lancée. Alors, évidemment, vous allez trouver des réponses et des conseils auprès de tous les réseaux qui interviennent dans la phase de construction et de démarrage de l'entreprise. Et je vous invite évidemment à les rencontrer si vous êtes en train de construire votre projet de création d'entreprise. Je vous indiquerai d'ailleurs tout à l'heure comment les contacter. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité donner la parole plus particulièrement aux réseaux qui accompagnent les entreprises en difficulté pour partager avec vous des retours d'expérience et des conseils sur les pièges à éviter pour que vous puissiez les prendre en compte et lancer votre entreprise dans les meilleures conditions. Concernant le déroulement du webinaire, nous commencerons par un dialogue entre Valérie et Samira autour du parcours d'entrepreneur de Valérie, qui partagera avec vous son expérience et des conseils. Laure vous parlera ensuite du premier capital de l'entreprise, c'est-à-dire le dirigeant, et on parlera également de sa santé. Jean-Pierre partagera avec vous les principaux pièges à éviter dans la gestion de votre entreprise. Et enfin, Béatrice vous expliquera notamment comment la Banque de France accompagne les entreprises en difficulté de financement à travers la médiation du crédit et vous donnera aussi quelques conseils. Un point important pour le déroulé de notre webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions à chaque intervenant. Nous prendrons vos questions après chaque prise de parole et on gardera également un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à utiliser l'icône questions qui se trouve en bas à droite de votre écran.
Voilà, et je vous propose qu'on démarre tout de suite donc avec Valérie et Samira, à qui je laisse la parole. Valérie, présente-nous ton parcours. Valérie, en fait, Sauvêtre est une ambassadrice du rebond. C'est une entrepreneuse que nous avons accompagnée au sein de 60 000 rebonds, mais je vais la laisser se présenter et présenter le parcours d'accompagnement et son parcours entrepreneurial surtout. Merci Samira. Donc moi, j'ai monté un concept de restauration rapide 100% bio et digital à Paris en 2017-18 qui s'est soldé par une liquidation judiciaire. Le parcours entrepreneurial en tant que tel, je l'ai plutôt retracé a posteriori. Et effectivement, quand on me pose assez régulièrement la question sur la manière de savoir comment ne pas faire capoter sa boîte, très clairement, il n'y a pas de recette magique là-dedans, sinon ça se saurait. Mais effectivement, après avoir encaissé le choc de l'échec et après avoir encaissé le choc de la perte de ce projet, qui était quand même quelque part un peu mon bébé, j'en ai tiré des enseignements de cette aventure et aujourd'hui, j'ai vraiment identifié 3 éléments que j'aurais voulu connaître à l'époque. Le premier élément que j'aurais voulu connaître à l'époque, c'est effectivement de se concentrer sur un seul métier à la fois. Quand on entreprend, on est plein d'entrain, on est plein d'énergie, on est plein de motivation, on a surtout de grandes ambitions, et tant mieux, il faut qu'on les conserve. Par contre, effectivement, à vouloir courir après plusieurs lèvres à la fois, souvent on n'en attrape aucun. Et moi, dans mon cas, effectivement, j'avais 3 activités différentes dans l'entreprise. J'avais un restaurant physique, espace de coworking à côté de la Bourse à Paris. J'avais une cuisine centrale à Nanterre qui nous servait à faire toute la production. Et on avait monté tout notre front office et back office. Et a posteriori, quand on s'est fait le bilan de cette expérience, on s'est dit qu'en fait, on avait 3 business units différentes et qu'effectivement, à 3, il était compliqué de pouvoir faire avancer 3 business units différentes. Donc moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est effectivement de se concentrer sur l'activité qui est la plus actionnable le plus rapidement possible pour faire rentrer du cash, puisque on ne va pas se le redire, mais le cash et la trésor, ce sont quand même les 2 nerfs de la guerre. Le deuxième point que j'aurais voulu connaître à l'époque, c'est effectivement de savoir s'entourer. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs et quelque part, j'ai cru sentir, mais ce n'était vraiment qu'une perception et mauvaise perception pour le coup, mais j'ai cru sentir une pression à la réussite. Et j'ai aussi cru, enfin mon ego l'a surtout cru, que je pouvais y arriver toute seule. Sauf qu'en fait, l'ego n'a jamais été une assurance de réussite. Et plus fort est l'ego, plus dur sera la chute. Et donc très concrètement, si j'avais un deuxième conseil, c'est effectivement de vous entourer d'un maximum de réseaux, soit des réseaux d'entrepreneurs, soit des masterminds, soit des cercles professionnels, soit tout un tas de gens qui ne sont pas forcément de votre réseau personnel, qui parfois le réseau personnel peut avoir beaucoup plus de peur que nous. Mais voilà, de pouvoir bénéficier de l'intelligence collective, ce qui va pouvoir vous permettre de poser, de discuter entre pairs de vos problématiques sans avoir de jugement et potentiellement en trouvant des solutions. Et ça, si je l'avais fait, effectivement, j'aurais gagné peut-être quelques mois ou quelques années. Et le dernier point que je vois, moi, qui est majeur, c'est effectivement de travailler sur sa posture et son style de management. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment un métier génial pour le coup parce que ça apporte beaucoup. Mais par contre, c'est un métier qui est hyper complexe. C'est un métier qui demande une palette d'expertise très très large avec un changement de casquette en permanence. Sauf que on le sait, et beaucoup d'écoles sont censées l'enseigner, mais le management c'est absolument pas inné. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, même si on a été manager en tant que salarié, manager en ayant la casquette de dirigeant, ça n'est absolument pas le même job et surtout pas du tout la même posture. Et donc concrètement, si j'avais un troisième conseil, ça serait effectivement s'entourer d'un coach pour développer ses compétences managériales et toutes ses composantes. Et ça serait vraiment le troisième conseil. Et sur ce dernier conseil, souvent on se dit oui, on démarre, on n'a pas forcément de budget, etc. Il faut vraiment voir
s'entourer d'un coach ou d'un mentor comme un investissement sur soi, puisque très clairement, vous êtes la personne clé de l'entreprise ou les fondateurs sont les personnes clés de l'entreprise. Et donc, si on n'investit pas sur les personnes clés de l'entreprise, on pourra toujours investir sur les meilleures machines, les meilleurs brevets et tout ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas solide et robuste, vous ne pourrez pas porter la barque là où elle a prévu d'aller. Merci Valérie. Alors juste pour préciser, donc 60 000 rebonds, c'est une association qui est implantée dans 66 villes de France et nous, on fait partie du collectif CapCréa. Et pourquoi parler de prévention avant de parler de liquidation ou de perte de son entreprise? C'est parce que c'est comme dans un contrat de mariage. Quand on crée son entreprise, on est dans l'euphorie des préparatifs du mariage. L'euphorie, tout va bien se passer. Quand on se lance, c'est pas pour échouer, évidemment pas. Mais si on oublie d'anticiper certains écueils, si on oublie d'anticiper certains sujets comme l'administratif, comme le pacte d'associés, comme anticiper la trésorerie, son business plan, plein de sujets tels que ceux-ci, et ben finalement quand la chute est plus difficile, et Valérie l'a bien dit, et elle dit, effectivement, on échoue parce que forcément, on a mal géré, anticipé, mal appréhendé certains sujets. Et donc, notre job à nous, chez 60 000 rebonds, c'est d'accompagner gratuitement les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. Mais notre job à nous, c'est surtout aussi d'éviter que ces entrepreneurs viennent à nous. Pour autant, nous sommes le filet de sécurité, nous sommes le contrat de mariage quand on est dans l'euphorie, et de se dire, si vous vous plantez, c'est pas grave, mais évitons. Et donc, si je peux me permettre, Valérie, si tu peux nous expliquer ton parcours entrepreneurial amont et après ton rebond, mais nous expliquer l'ascenseur émotionnel que tu as vécu et qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais entrepreneur, parce que tu nous as donné 3 conseils qui te sont propres et sur lesquels toi, tu as fait une rétrospective. Mais si tu peux juste nous expliquer comment tu as vécu ta phase entrepreneuriale de la créa à finalement le moment où tu as dû poser les clés de la boutique au tribunal. Oui, tout à fait. Effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, le projet que j'ai monté avec mon associé, qui était un de mes anciens collègues, c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. C'est un projet dans lequel on avait mis toutes nos convictions. Donc, on avait une démarche RSE qui, à l'époque, était extrêmement poussée. On avait une démarche d'expérience client qui, à l'époque, était extrêmement poussée, voire peut-être même un peu trop en avance de phase sur le marché. On avait poussé tous les curseurs et on avait vraiment été jusqu'au boutiste en se disant, voilà, on fait le projet idéal que l'on aimerait trouver. Donc là, l'euphorie, on travaille avec un certain nombre de personnes, le projet intéresse beaucoup de monde. En plus, comme on faisait du bio, etc., du bio et du digital, on avait beaucoup d'intérêt, des marques d'intérêt jusqu'à très haut placé même dans l'administration, etc. Et puis, premier choc, la banque. Quand vous allez demander effectivement un crédit, en étant une femme, sans être dans les clichés, mais heureusement que j'avais un de mes associés qui était un homme, et heureusement qu'on s'entendait bien, et heureusement que j'avais cette intelligence situationnelle pour pouvoir faire face. Mais le premier écueil sur lequel je suis tombée, c'est la banque. On est venu me chercher pour l'entrepreneuriat féminin, et puis finalement, les conseillers, comme dans beaucoup de banques, changent. Et là, pour le coup, d'une conseillère très bien, je suis passée à un conseiller beaucoup plus classique, basique, qui m'a complètement sorti du projet et n'échangeait qu'avec mon associé. Donc là, ça a été un premier choc à me dire, oula, ça va pas être aussi simple qu'on l'avait prévu, si même la banque commence à nous poser des problèmes. Et puis voilà, c'est les montagnes russes. Donc une fois que la banque a accepté notre prêt, etc., que la BPI a accepté notre dossier, eh bien on est reparti. Donc grosse phase d'euphorie, comme dit Samira, toute la préparation, la création du restaurant, l'ouverture, donc tout est génial. On voit les choses au quotidien, etc. Et puis vient l'ouverture, donc quelque part le moment de vérité. Et donc là, à l'ouverture, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'était absolument pas à ce qu'on avait prévu de faire. Donc là, on a commencé à mettre des plans d'action en place. Et puis, comme les choses se succéderont et les problèmes n'arrivant pas seuls, on a été confronté à un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'avait absolument aucune action. Un chantier en face du restaurant qui
qui, quand on a pris le bâtiment, était à l'intérieur et puis finalement s'est retrouvé à prendre la rue plus le trottoir, donc un bruit monstrueux, etc. Donc ça, en soi, on ne peut rien y faire. Changement des flux de circulation dans Paris qui fait que cette rue-là était devenue extrêmement passante avec les voitures. Ça, on n'y peut rien. Des problèmes météorologiques, 5 jours de neige en 2 mois, ça, globalement, j'y peux rien. Des grèves SNCF dans un quartier d'affaires, ça, j'y peux rien. Donc, à un moment donné, quand vous ramez, et que vous faites tout ce que vous pouvez, vous, sur ce qui peut être de votre ressort, mais qu'un certain nombre d'éléments exogènes sont un peu contre vous, à un moment donné, un matin, à force que la banque vous appelle en vous disant faut remettre de l'argent, vous prenez une décision réfléchie à vous dire bon, à un moment donné, là on peut plus continuer. On a des fournisseurs qui ont cru en notre projet et qui nous ont fait confiance. On ne peut pas les entraîner dans notre chute. Donc avec mon associé, début juin 2018, un midi, on s'est dit on arrête. Et effectivement, sans trop nous abîmer nous physiquement et en essayant de limiter la casse entre guillemets financièrement. Ce choix, on l'a fait en conscience, donc il ne nous a pas été imposé. Donc quelque part, on a tout pesé et cette décision, on l'a vraiment prise de façon conjointe. Et c'est ce qui nous a sauvés avec mon associé, c'est qu'on a toujours pris les décisions ensemble et on s'est toujours soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est vraiment quelque chose qui a été une grande force pour nous, c'est d'avoir vraiment cette complémentarité. Donc on a demandé la liquidation, on a été accompagné par un avocat, donc c'était le métier, hein, donc là-dessus. Et puis côté justice, on est tombé sur des gens qui étaient très bien pour le coup. Ce sont en général des gens qui sont habitués à ce genre de procédure et pour le coup, nous on a été plutôt bien accompagnés par la suite. Donc sur la partie liquidation en soi, okay. La suite. On parlera peut-être Valérie, après, je vais devoir vous faire signe, ouais, pour qu'on puisse garder du temps aussi pour les autres intervenants. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas si Samira, tu voulais rajouter quelque chose. Je reprendrai la parole après, Valérie. Parfait, ok. Parfait, super. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre juste une ou deux questions pour l'instant et ensuite on reviendra sur les questions. Bonjour Valérie, merci pour ce partage. Avez-vous été accompagnée pour la création et notamment sur les risques de votre activité avant la création? Alors, oui, on a été accompagné. Le projet, si vous voulez, on l'a travaillé via l'ESSEC, puisque mon associé avait fait un MBA à la sortie de son précédent job. Et donc, on a profité du cursus de l'ESSEC pour avoir un groupe projet, puisque dans tout programme de MBA, il y a des projets à faire tout au long de l'année. Et donc, mon associé avait proposé notre projet en candidature et le projet avait été retenu. Et donc, on avait dans l'équipe projet un certain nombre de personnes qui avaient clairement les compétences pour nous accompagner sur ce projet-là. Par contre, en tant que tel, un accompagnement sur les risques, etc., non. Alors, a posteriori, peut-être qu'on a été dans le déni, c'est possible, mais en tout cas, on n'a pas trouvé de façon spontanée un endroit où on aurait pu se dire, tiens, effectivement, peut-être que là, on aurait de l'aide et potentiellement on pourrait avoir un dossier un peu plus robuste. Ok. Merci Valérie. Je vous propose qu'on passe la parole à Laure, parce que Valérie, vous nous avez parlé de l'ascenseur émotionnel, effectivement, dans votre parcours d'entrepreneur. Laure, qui travaille à l'Observatoire à Maroc, travaille beaucoup sur la santé des dirigeants et il paraît que entreprendre, c'est bon pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Bah, je vais commencer par présenter l'Observatoire Maroc parce que du coup, on va en arriver là par nos actions. Donc, l'Observatoire Maroc, c'est un observatoire scientifique donc qui a été créé par le professeur Olivier Torres, donc à Montpellier. Et donc, le but premier de l'Observatoire Maroc, c'était de faire des études scientifiques sur la santé des travailleurs non salariés. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était une population qui était très peu étudiée et que finalement, on connaissait rien de leur santé et de l'impact de leur santé sur l'entreprise et de l'entreprise sur leur santé.
Et donc, voilà, le professeur Torres a décidé de commencer à étudier cette population-là. Et donc, le premier résultat de notre recherche et on a eu le plaisir de divulguer, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé. Donc en fait, on s'est vraiment rendu compte que l'entrepreneuriat avait des effets positifs sur la santé donc des entrepreneurs, mais que par contre, c'est une santé qui est plus risquée. D'accord? Donc en fait, parce qu'il y a des hauts plus hauts, mais aussi des bas plus bas. Donc en fait, il faut faire juste attention aux bas et mettre en place des filets de sécurité et d'être en effet dans la prévention idéalement, puisque c'est comme ça qu'on va éviter d'avoir des effets boule de neige sur l'entreprise. Et donc suite à ces études-là, on a créé un dispositif donc qui s'appelle Amarok Santé, où en fait les entrepreneurs viennent choisir leurs éléments de stress et leurs éléments de satisfaction vécus sur le mois. Et là aussi, je vous donne un résultat qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a 2/3 des balances qui sont positives. Donc, ça veut dire que 2/3 des entrepreneurs sont en bonne santé entrepreneuriale, avec plus d'éléments de satisfaction que d'éléments de stress. Et ça, c'est aussi très important de prendre en compte quand on regarde un petit peu sa façon d'entreprendre, quels sont les éléments qui vous apportent de la satisfaction au travail et d'y accorder beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, parce que c'est ce qui permet de contrebalancer les éléments de stress que tout entrepreneur vit, parce que avoir une entreprise, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de stress, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et un entrepreneur a beaucoup de mal avec ce qu'il ne maîtrise pas. On ne devient pas entrepreneur pour subir, on devient entrepreneur pour être aux commandes de son entreprise et être en maîtrise d'un maximum de choses. Donc suite à toutes ces études, nous avons aussi mis en place donc une action plutôt sociétale, et c'est là que moi j'interviens en tant que psychologue du travail, c'est qu'on a mis une ligne d'écoute pour les chefs d'entreprise en difficulté et en risque de burn-out. Donc l'idée, c'est vraiment d'être encore une fois au plus près des entrepreneurs au moment où ils ont besoin, où ils sentent que ça commence à être un petit peu compliqué, pour leur donner des leviers pour rebondir beaucoup plus facilement, ou en tout cas pour mettre en place des actions le plus tôt possible pour éviter évidemment de perdre l'entreprise. Et donc on fait partie du portail du rebond avec donc entre autres Second Souffle et 60 000 rebonds, et on se réoriente les uns les autres régulièrement des entrepreneurs, puisque nous sommes complètement complémentaires dans nos actions. Voilà. Et quelques conseils que je pourrais vous donner, parce que je pense que je dois pas être loin des 5 minutes déjà, ça passe vite. C'est que donc, première chose à bien garder en tête, si vous avez une chose à retenir de mon intervention aujourd'hui, c'est que le premier capital immatériel de votre entreprise, c'est votre santé. S'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'entreprise, surtout quand l'entreprise est petite. Et on est quand même en France sur une majorité de TPE-PME. Il faut voilà, 99,84% des entreprises en France sont des TPE-PME. Donc on parle bien justement de petite taille. Et donc l'entrepreneuse est vraiment l'entrepreneureux, pardon, est vraiment le capital clé de son entreprise. Et donc on ne peut pas faire passer sa santé après son entreprise. Ça, c'est vraiment très important, parce que les entrepreneurs, souvent dans ce rapport existentiel de bébé, parent-bébé avec son entreprise, va avoir tendance à complètement s'oublier et à tout focaliser sur l'entreprise. Et c'est là une très grosse erreur, puisque encore une fois, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'entreprise. Donc mon conseil vraiment, c'est ne vous oubliez pas et soyez à l'écoute des signes que vous pouvez avoir de la part de votre corps, qui vous dit que là, vous tirez un petit peu trop sur la corde. Donc, tout de suite de mettre en place des choses pour prendre un peu de recul, se faire aider et faire en sorte que tout continue sur une rivière plutôt fluide, voilà, et d'être vraiment bien accompagné et de se préserver, voilà, préserver votre capital santé. Merci beaucoup, Laure. Une question de Anne-Édith. Quand vous parlez de chef d'entreprise, est-ce que vous incluez aussi toutes les professions libérales? Bien sûr. Alors pour nous, chef d'entreprise, et je pense que c'est pareil pour mes collègues ici, chef d'entreprise, c'est une personne qui est à son compte.
Donc, profession libérale, exploitant agricole, commerçant, artisan, chef d'entreprise. Pour nous, voilà, c'est l'action entrepreneuriale, peu importe le statut finalement. Ok. Super, merci. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, pour qu'il nous partage les principaux pièges à éviter. Jean-Pierre, vous allez nous rappeler ce que fait Second Souffle et vous allez nous expliquer quels sont les principaux pièges à éviter. On est tellement proche de nos partenaires que vous nous confondez. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque voilà, on œuvre tous ensemble, hein, avec Amarok aussi, etc. etc. Oui, alors Second Souffle, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, c'est une association en fait d'entrepreneurs qui vont aider bénévolement les entrepreneurs en difficulté. Donc c'est vraiment le principe du pair à pair. On se définit un petit peu comme le SAV de l'entrepreneuriat, je dirais, parce que autant il y a beaucoup de choses qui existent sur la création d'entreprise, le développement, le financement, le rebond aussi, avec Samira et nos amis de 60 000, autant pour les personnes qui sont en difficulté, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Et pourtant, c'est stratégique parce que on sait bien qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir et pouvoir éviter qu'une entreprise je dirais, soit liquidé, c'est toujours, j'allais dire, le mieux qu'on puisse faire. Malheureusement, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, on essaie au maximum de soutenir les entrepreneurs dans la difficulté. Voilà. Cette année, on va aider à peu près 1300 entrepreneurs sur tout le territoire. On est présent à peu près partout avec une 50aine d'antennes. Voilà pour vous donner un ordre d'idée. Alors, effectivement, du coup, avec 1300 entrepreneurs, j'allais dire, il n'y a pas un cas qui ressemble exactement à l'autre. Mais néanmoins, si on essaie de répondre à la question, c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui sont pour le coup, dans votre public, beaucoup des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui ne sont pas forcément en difficulté, on pourrait retenir quelques points. J'en ai sélectionné 5, il y en a peut-être plus, peut-être moins, mais voilà, on va dire qu'avec ces 5 points, on va aborder des choses basiques et essentielles. La première chose, et le premier conseil qu'on pourrait donner aux entrepreneurs pour qu'ils n'arrivent pas dans la difficulté, c'est de toujours garder eux-mêmes la main sur la gestion. J'ai vu beaucoup de remarques dans le chat sur le rôle de l'expert comptable, etc. Voilà. Alors, effectivement, le sujet, il est là. L'expert comptable, c'est un partenaire de l'entreprise, c'est un partenaire de l'entrepreneur, bien entendu. En revanche, c'est pas lui qui gère, c'est pas lui qui décide, etc. Donc, le conseil, encore une fois, c'est bien sûr travailler en partenariat étroit avec l'expert comptable, mais il n'en reste pas moins que c'est vous, entrepreneur, qui devez, j'allais dire, tous les mois, faire le point sur les recettes, les dépenses, les investissements, les prêts bancaires, etc., etc. On voit trop souvent des entrepreneurs qui disent « bah oui, moi, de toute façon, la gestion, c'est l'expert comptable, et puis une fois par an, je lui envoie une boîte à chaussures avec toutes les factures et les machins, et puis il se débrouille, et après, j'ai le bilan. » Bah oui, mais donc du coup, on ne sait pas où on va. Et quand on pilote sans tableau de bord, il y a un moment, ça devient compliqué. Si on a de la chance, on garde le bon cap, mais c'est peu probable. Donc voilà, je martèle toujours ce premier conseil. Voilà, toujours garder la main sur la gestion de l'entreprise. Et l'expert comptable est un partenaire, mais ce n'est pas le patron de l'entreprise. Mon deuxième point, il est lié, puisque je vais parler à nouveau de l'expert comptable. La relation avec l'expert comptable, elle est très importante dans la vie de l'entrepreneur. Pourquoi ? Très souvent, on a des gens qui arrivent et puis qui nous disent « voilà, j'ai des difficultés financières, alors je voudrais négocier des délais de paiement avec l'URSSAF, avec les impôts, avec les fournisseurs, etc. Et puis pour faire ça, on me demande mes bilans, ou bien avoir recours à la médiation du crédit, on va en parler tout à l'heure. Et pour ça, on me demande mes bilans. Mais comme avec l'expert comptable, les relations qui sont dégradées, je ne le paye plus, il attend que je le paye pour avoir les bilans, mais j'ai plus d'argent pour, etc. Ouais. Donc voilà, on arrive devant une espèce de quadrature du cercle où le fait d'avoir, encore une fois, négligé, pas envisager l'importance de cette relation avec l'expert comptable, va créer, j'allais dire, rajouter des difficultés à la difficulté. Donc, encore une fois,
l'expert comptable, c'est un partenaire, et il faut le traiter comme un partenaire. Il faut vraiment avoir une relation, je dirais, étroite avec lui. Je vais pas m'étendre parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut voir, par exemple, quand on signe la lettre de mission, et en principe, on doit en signer une, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui est prévu dans la lettre de mission avec l'expert comptable? À quel moment on interagit avec lui? Est-ce que c'est tous les mois, tous les 3 mois? Qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'il fait lui? Etc., etc. Donc voilà ce deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est un autre interlocuteur auquel il faut être très attentif, c'est la banque. Pourquoi? Parce que la banque, par définition, c'est elle qui, gère l'argent, les flux financiers de l'entreprise. Et là, il faut faire extrêmement attention parce que là encore, on peut avoir des gens qui viennent nous dire à un moment donné, voilà, j'ai malheureusement une échéance de crédit ou qui n'est pas passée ou un découvert autorisé qui a été dépassé. Et je comprends pas. Maintenant, la banque m'a fait des problèmes, elle supprime mon découvert, elle veut le recouvrement du prêt, etc. Et là, tout de suite, les choses s'enveniment très, très rapidement. Donc là encore, attention, bien gérer les relations avec la banque. J'allais dire, on peut, entre guillemets, plus facilement décaler des échéances avec, par exemple, les URSSAF, avec les impôts. On peut négocier les échéanciers de manière relativement facile, en tout cas c'est possible. Avec une banque, c'est extrêmement compliqué si on ne prévient pas et qu'on ne respecte pas les échéances. Tout de suite, on va avoir des complications incroyables, voire parfois des dossiers qui sont portés au contentieux très vite, et là, ça devient totalement ingérable. Donc voilà, troisième conseil, attention à cet interlocuteur très important de l'entreprise aussi. Quatrième conseil, là encore, on voit beaucoup de personnes qui nous disent, voilà, financièrement, c'est compliqué, mais je sais pas trop où j'en suis. Est-ce qu'il faut que je fasse une procédure de sauvegarde? Est-ce qu'il faut que je me mette en liquidation? Est-ce que c'est pas la peine, etc. Il y a un interlocuteur que tous les entrepreneurs peuvent aller saisir, c'est le tribunal de commerce, tout simplement. Tout sous presque sur le statut de profession libérale, c'est pas le tribunal de commerce, par exemple, mais bon, je parle de manière générale, le tribunal de commerce, non pas pour faire une procédure, mais pour demander un rendez-vous de prévention. Et tous les tribunaux de commerce de France proposent des séances de rendez-vous de prévention où vous pouvez rencontrer un juge, un greffier, etc., des professionnels, je dirais, de la procédure et de la difficulté de l'entreprise, tout simplement pour avoir un échange, pour que vous, entrepreneur, voilà, vous puissiez mettre à plat les éléments en disant voilà ce qui se passe, il y a telle chose, telle chose, telle chose, je ne sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que vous pouvez me dire, me conseiller, m'éclairer, etc. Si je m'engage dans telle procédure, comment ça se passe, etc. Donc les tribunaux de commerce, là encore, malgré le nom tribunal qui fait un peu, qui est un peu dramatique ou dramatisant, c'est aussi, ils jugent effectivement, c'est à force de loi une fois que le jugement est fait, mais il est utilisant pour faciliter les choses et accompagner les entrepreneurs dès lors qu'ils sentent qu'il peut y avoir des difficultés. Je terminerai par un cinquième point, un cinquième conseil. On parle souvent de problèmes de trésorerie pour l'entreprise. On dit, problème de trésorerie, c'est le mal de l'entreprise. Oui, sauf que le problème de trésorerie en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le problème de trésorerie, c'est un peu comme la fièvre, c'est un symptôme, mais ce n'est pas une cause. Donc évidemment, tout problème entrepreneurial va arriver à un problème de trésorerie. Ça c'est clair. Donc, le but des choses, en tout cas, si on veut donner le conseil aux personnes de dire éviter les pièges, c'est que très souvent on arrive sur les problèmes de trésorerie parce qu'on n'a pas analysé les problèmes en amont, et très souvent on va trouver des fausses bonnes solutions. Et souvent, par exemple, le réflexe de l'entrepreneur, c'est de dire je vais me débrouiller par tous les moyens pour prendre un crédit, pour faire face à ces problèmes de trésorerie. Puis on verra après les solutions, l'analyse, etc. On verra après, mais là, c'est urgent, donc je vais prendre un crédit, etc. Alors, tout banquier peut accorder un crédit à condition qu'il y ait une caution personnelle, évidemment. Et c'est parfois ce qui peut être fait. Le problème, c'est que quand déjà l'entreprise va mal et qu'en plus on prend un crédit qu'on ne pourra pas rembourser et qu'il y a une caution personnelle, vous voyez bien que le trou, on recommence à le creuser. Donc plutôt que faire ça, il y a beaucoup d'autres solutions. Il y a par exemple des choses qui peuvent paraître basiques, mais gérer mieux le poste client, par exemple, c'est-à-dire les rentrées d'argent des clients pour les personnes qui ont du
B2B. Il y a beaucoup de solutions qui existent que beaucoup de gens ne connaissent pas, comme la facturage, le DAI, le leaseback, etc. Voilà. Voilà, donc pour synthétiser tout ça, et je vais m'arrêter là sur les solutions parce qu'on pourrait y passer dans 4 heures, l'idée c'est de dire il y a jamais de miracle, par contre des solutions, il y en a toujours. Et ça, il faut vraiment les réfléchir, et c'est en contactant des organismes comme nous ou comme nos confrères, hein, selon la situation dans laquelle on est, qu'on peut arriver à avoir une vision extérieure et des personnes qui vont éclairer l'entrepreneur sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces conseils. Il y a pas mal de questions qui arrivent là sur le chat, mais je vous propose qu'on les garde pour la fin. On va passer la parole à Béatrice. Béatrice qui représente la médiation du crédit, la Banque de France. Et donc la Banque de France intervient aussi en prévention et en accompagnement auprès des entreprises en difficulté. Comment ça se passe, Béatrice, avec la Banque de France? Tout à fait. Je vais vous parler de la médiation du crédit, effectivement. Alors, la médiation du crédit, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, c'est important, et qui est assuré par les directeurs départementaux de la Banque de France, et en Outre-mer d'ailleurs par les directeurs des instituts d'émission. Et l'objectif de la médiation du crédit, c'est de ne laisser aucune entreprise seule face à ces difficultés de financement. Donc concrètement, si vous êtes confronté à un refus de financement pour des besoins professionnels, bien sûr, vous pouvez saisir la médiation du crédit. Et d'ailleurs, les banques ont l'obligation, c'est prévu dans l'accord de place qui organise la médiation du crédit, d'informer leurs clients, en cas de refus, de cette possibilité de saisir la médiation du crédit. Donc en fait, la médiation du crédit est ouverte en fait à tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Donc, comme je disais, il faut au préalable un refus de financement, donc un refus formel. Donc, on considère qu'au bout de 15 jours, il n'y a pas de réponse à une demande de financement. La saisine de la médiation, on peut assigner ça à un refus. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par refus de financement? Quels sont finalement les principaux motifs de saisine de la médiation du crédit? Ça peut être le refus d'octroi d'un nouveau financement, ça peut être la dénonciation d'un financement existant, ça peut être un refus de réaménagement d'un crédit déjà octroyé ou la réduction d'une couverture d'assurance crédit, par exemple. Les 3 premiers motifs que j'évoquais sont les motifs majeurs de saisine de la médiation du crédit, sachant qu'on peut aussi intervenir, et cette fois dans un cadre très spécifique, sur le réaménagement, des demandes de réaménagement de prêts garantis par l'État, de PGE, en permettant en fait le maintien de la garantie de l'État. Donc d'une manière générale, le remboursement des PGE se passe globalement bien, mais il peut y avoir des difficultés ponctuelles, et n'hésitez pas dans ce cas à saisir la médiation du crédit qui pourra vous permettre de bénéficier d'années supplémentaires, jusqu'à 4 années supplémentaires de réaménagement. Donc, ceci étant dit, voilà comment on fait pour saisir la médiation du crédit. C'est très simple. C'est très simple, c'est rapide. En fait, il suffit de saisir votre demande sur le site du médiateur du crédit, donc sur votre moteur de recherche, vous tapez médiation du crédit. Donc vous arrivez tout de suite sur notre plateforme. Donc la saisine est très simple, il suffit de guider, exposer finalement votre demande, à l'étayer avec des documents financiers simples qui permettront au médiateur d'analyser votre situation. Et la demande en fait est immédiatement transmise au médiateur départemental qui vous contacte et qui, dans les 48 heures, se prononce sur l'éligibilité de la demande. Il informe si la demande est éligible, il informe le médiateur départemental, informe les partenaires financiers de l'entreprise de l'ouverture de la médiation et leur laisse 5 jours pour revoir éventuellement leur position. Si au bout de ces 5 jours, le blocage persiste, alors le processus, la procédure de médiation, le dialogue en fait, démarre véritablement. Et donc, en quoi ça consiste? Donc, concrètement, en fait, le médiateur du crédit va analyser avec vous votre demande, la situation financière de votre demande de financement, la situation financière de votre entreprise, ses perspectives. La médiation intervient si
ne peut pas intervenir si la situation est trop dégradée et qu'on est proche d'une situation de cessation de paiement. Mais en tout état de cause, donc en fait, la première chose, c'est que vous bénéficiez d'une expertise, d'une analyse de votre situation et d'une écoute. Pendant la procédure de médiation, et c'est important parce que ça permet aussi d'organiser un dialogue serein, vos concours bancaires sont maintenus pendant la médiation et les banques ont l'obligation de participer à la médiation. Donc, tous les partenaires financiers de l'entreprise, tous ces partenaires bancaires sont associés à la médiation dans une logique en fait d'équité en fait et aussi d'efficacité. L'idée en fait, c'est de rechercher dans un dialogue collectif une solution pragmatique qui va être adaptée à la situation de votre entreprise et à ses perspectives. Donc, on est vraiment dans l'organisation d'un dialogue transparent avec vous-même, vos partenaires financiers, pour rechercher un accord qui est un accord négocié. La médiation n'impose pas, c'est le reflet d'un dialogue et d'une négociation, d'où l'importance finalement de cette transparence. L'idée, c'est d'aboutir à une solution qui permettra de dépasser la difficulté et puis de consolider la relation bancaire. Donc, c'est conforter l'entreprise et la relation bancaire. À l'issue de la médiation, l'accord en fait peut combiner différentes mesures. Ça peut être l'octroi de nouveaux crédits, ça peut être un retour sur la dénonciation la dénonciation initiale, ça peut être l'amortissement du découvert qui a été dénoncé. Voilà quelques exemples. En tout cas, on est vraiment toujours sur du cas par cas, quelque chose de très ciblé et d'adapté à la situation de l'entreprise et à ses perspectives. Voilà, et c'est le fruit d'échanges entre le dirigeant et ses partenaires financiers. C'est important de savoir, aujourd'hui, dans plus de 60% des cas, la médiation aboutit favorablement. Et dans l'hypothèse où elle n'aboutirait pas favorablement, en fait, le dirigeant peut être orienté vers un partenaire, autour de cette table, il y a un certain nombre de partenaires d'ailleurs de la médiation du crédit, en fonction, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, en fonction des difficultés. Donc, en résumé, donc c'est une procédure qui est efficace, c'est une procédure de proximité, c'est une procédure gratuite, confidentielle et qu'il faut vraiment pas hésiter à mobiliser en anticipant le plus possible vos difficultés. C'est vraiment le maître mot, on l'entend dans les interventions des uns et des autres aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement important. Et pourquoi? Parce qu'en fait, trop de demandes, on le voit aujourd'hui, en fait, trop de demandes arrivent en médiation trop tard. À un moment où la situation est tellement dégradée, en fait, qu'on se situe quasiment à la cessation de paiement, on ne peut plus intervenir. Et donc, finalement, ces demandes, on les oriente vers le tribunal de commerce pour plutôt, en fait, mettre en place des procédures collectives. C'est extrêmement important d'intervenir, vraiment d'anticiper et de saisir le plus en amont possible. Et puis, pour une autre raison également, c'est que plus la médiation est saisie en avant, moins la situation plus les chances d'aboutir favorablement à une solution durable, pérenne, sont importantes. Donc, un dispositif efficace, gratuit, confidentiel, qu'il ne faut vraiment pas hésiter à saisir. Donc voilà pour la médiation du crédit, c'est le premier point que je voulais développer aujourd'hui. Et je voulais également, en fait, au-delà de cette mission classique, en fait, de la médiation du crédit, vous dire qu'il existe de nombreux dispositifs de soutien aux entreprises aux différents stades de leur cycle de vie qui sont malheureusement trop souvent, qui sont insuffisamment connus et qui, lorsqu'ils sont connus, un petit peu à l'instar de la médiation, comme je disais tout à l'heure, sont mobilisés trop tard. Et donc, il y a un vrai enjeu, en fait, à les faire connaître. Et je suis ravie aussi de pouvoir en parler aujourd'hui auprès de vous. C'est l'objet d'une mission qui a été confiée aux médiateurs du crédit et aux entreprises, aux médiateurs des entreprises, une mission conjointe qui leur a été confiée par l'ancienne ministre des TPE et PME, Olivia Grégoire. Donc l'idée, c'est vraiment mieux faire connaître ces dispositifs de détection précoce. Et pour ça, on a mis en place
on a créé une boîte à outils du dirigeant d'entreprise. Le lien va vous être donné à l'issue du webinaire. Voilà, vous verrez, il y a un QR code, n'hésitez pas à le flasher. Voilà, et cette boîte à outils, en fait, elle se veut pédagogique, opérationnelle, et elle est organisée autour de 3 messages clés qui ont déjà été délivrés, en fait, aujourd'hui, et vous verrez qu'elle reprend un certain nombre des conseils, en fait, qui ont été donnés tout à l'heure. Ces 3 messages clés, c'est anticiper les difficultés. Le premier message, les difficultés, elles sont inhérentes à la vie d'une entreprise, donc les anticiper, les qualifier, en parler avec les bons interlocuteurs, se faire accompagner par le bon conseil, c'est déjà se donner plus de chances d'en réduire l'impact. Donc, premier message clé, anticiper les difficultés. Le deuxième, se faire accompagner, vous l'avez entendu. Et le troisième, c'est ne pas hésiter à saisir les dispositifs de prévention. Et sans aller dans le détail, parce que vous verrez, je vous engage vraiment à lire cette boîte à outils. Je vais revenir très rapidement en fait sur les trois messages en fait qui ont été ces 3 messages clés. Donc Béatrice, je suis désolée de vous interrompre. Il faudrait vraiment qu'on fasse assez court pour avoir juste le temps. Je vais faire très vite. L'anticipation, en fait, ça reprend finalement les 2 piliers de manière un peu synthétique, les 2 piliers qui ont été évoqués par Jean-Pierre, en fait. Le dialogue avec les partenaires, l'expert comptable, la banque, les clients fournisseurs, ça permet d'avoir effectivement, enfin, je vais pas revenir, ça a bien été dit, mais ça n'occulte pas, et c'est extrêmement important, le fait de se doter des outils de pilotage. C'est vraiment un bon équilibre. Dialoguer avec les partenaires et se doter des éléments de pilotage qui vont permettre de prendre des bonnes décisions, tableau de bord, tableau de besoin de fonds de roulement, etc. Deuxième volet, l'accompagnement. L'accompagnement, se faire accompagner, c'est bénéficier des conseils, des réponses de personnes qui sont expertes d'un sujet. Ça fait gagner du temps, donc ça peut être au fil de l'eau, les réseaux consulaires, le réseau Place Entreprise. En cas de difficulté personnelle, bien sûr, le portail du rebond, il y a le portail de la Banque de France, donc, je ne vais pas tout citer. Puis, il ne faut pas hésiter non plus dans cet accompagnement à saisir les outils de médiation, de règlement amiable des dispositifs. Il y a la médiation du crédit, sur un problème fournisseur, la médiation des entreprises. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas tous les citer. Et troisième volet, c'est extrêmement important, il a été cité également, ça rejoint ce qu'il venait de dire Jean-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que ne pas hésiter à se saisir des outils de diagnostic et des outils de prévention. Des outils de diagnostic, il y en a en fait énormément. Il y a l'outil Opal de la Banque de France, il y a différentes, les chambres consulaires mettent à disposition également des outils de diagnostic, il y a les CIP, qui peuvent être mobilisés. Il y a et il faut pas non plus vraiment hésiter à se tourner vers le tribunal de commerce, à solliciter un entretien confidentiel qui peut permettre aussi d'avoir un bon diagnostic et puis d'aller vers des procédures préventives qui aboutissent quand même favorablement dans 70% des cas. Donc voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Je suis désolée. Merci. On a encore 5-10 minutes. Je vous propose, avant de prendre vos dernières questions, enfin de revenir sur les questions plutôt, de refaire un point sur les contacts et vos sources d'information, parce que là on en a évoqué un certain nombre au cours de ces échanges, et on va représenter donc quelques slides pour vous permettre de les identifier. D'abord, je vous ai parlé du site BPI France création.fr. Vous retrouverez sur ce site notamment une application qui s'appelle Mon Pass Créa, qui vous permet d'obtenir des informations personnalisées pendant tout votre parcours de création d'entreprise, si vous êtes porteur de projet de création d'entreprise. Donc, pour vous aider à construire votre projet avec différents outils, mais aussi avec un dispositif d'orientation et de prise de rendez-vous avec tous les organismes qui peuvent vous aider dans le montage de votre projet et dans l'accompagnement au développement de votre entreprise. Donc, sur la base de quelques questions sur votre projet, le stade de maturité de votre entreprise, votre secteur d'activité notamment, on mettra en avant en fait les organismes les plus adaptés qui pourront répondre à vos besoins en fonction des différents critères que je viens d'évoquer.
Donc, n'hésitez pas à le consulter. Ça vous permettra d'avoir accès à tous les organismes qui peuvent vous aider dans le montage de l'entreprise. Alors, on parle là beaucoup aujourd'hui des difficultés qui interviennent une fois que l'entreprise est créée, mais bien sûr, tous ces réseaux qui interviennent en amont pour vous accompagner dans le montage, ils sont là aussi pour anticiper avec vous les risques qui peuvent concerner votre entreprise, vous aider à détecter les points d'attention, les signaux à prendre en compte pour vous permettre de créer dans les meilleures conditions. Pour accéder à ce site, un QR code qui s'affiche ici, je vais vous remettre aussi les liens dans la conversation. Ensuite, on a parlé aussi beaucoup du portail du rebond pour les entrepreneurs en difficulté avec ces associations qui sont réunies, donc notamment Second Souffle, 60 000 rebonds et Amarok qui sont présents aujourd'hui, mais aussi d'autres qui sont là pour intervenir auprès des entrepreneurs en difficulté. Et vous voyez à l'écran un numéro vert qui s'affiche. Vous pouvez également consulter leur site internet. Et enfin, Béatrice nous parlait d'une boîte à outils qui a été mise en place par la Banque de France pour parler d'anticipation, d'accompagnement et de prévention. Un flashcode s'affiche également à l'écran si vous voulez le consulter. Et je vais également indiquer dans la conversation le lien direct du kit. Voilà pour ce rappel. Alors, on va essayer de prendre quelques questions. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées au cours des échanges. Alors, je vois Samira qui lève la main. Samira, que veux-tu dire? Juste, j'ai passé mon tour tout à l'heure juste pour préciser, en attendant d'avoir eu ce spectre assez large. Effectivement, il y a une précision qu'on doit vous faire en termes de prévention, c'est l'assurance. Assurez-vous. Une assurance chômage. Quand vous êtes entrepreneur, on oublie de s'assurer. On disait, vous êtes la grande richesse. Nous sommes la plus grande richesse de notre entreprise, c'est l'entrepreneur. Mais s'il ne s'assure pas, il ne touche pas de chômage. S'il n'assure pas sa responsabilité civile, son local, il peut avoir des gros dégâts. Et l'assurance, c'est un des piliers aussi central en termes de prévention quand on est dans un parcours entrepreneurial. Donc, je voulais juste le préciser parce qu'on ne l'a pas dit au cours de tous nos échanges et c'est important de préciser ce point-là. Merci Virginie. Merci Samira. Je vais repasser la parole à Valérie parce qu'en fait, il y a eu des questions concernant votre situation aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Valérie? Et puis aussi, une question sur les délais en fait de préparation de votre projet, du lancement de votre activité, et puis combien ça a pris aussi de temps pour liquider votre entreprise. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions de manière très synthétique? Merci. Ok. Donc aujourd'hui, moi, après la liquidation, donc j'ai eu la chance effectivement d'être accompagnée par 60 000 rebonds. Et grâce à 60 000 rebonds, donc à la coach que j'ai eue et au parrain que j'ai eu, j'ai pu effectivement me refocuser sur un projet professionnel. Et pour le coup, l'évident, c'était un projet professionnel salarial. Dans un premier temps, puisque j'avais clairement des dettes à payer à la banque. Mais tout ceci a été construit et accompagné, et c'est ce qui m'a permis de retourner dans le salariat de façon relativement sereine. Donc ça, c'est vraiment un des gros bénéfices de 60 000 rebonds, c'est de pouvoir effectivement retrouver un projet professionnel qui soit parfaitement adapté à la situation de la personne qui en a besoin. Donc ça peut être soit du salariat, soit relancer une entreprise. Donc j'ai repris un job de salarié, et puis depuis 1 an et demi, je me suis relancée dans l'entrepreneuriat et j'ai monté une 3e entreprise, et je me suis associée avec un collectif d'entrepreneurs au service de la transformation des entreprises. Donc on est 14 indépendants, on a créé une société, ce n'est pas une association, c'est bien une société. Et donc on met nos compétences au service d'un côté des grands groupes PME ETI, et de l'autre côté on met notre expertise au service des startups que l'on accompagne. Sur la liquidation judiciaire, donc la liquidation s'est faite assez rapidement, puisque une fois qu'on a déposé et la liquidation a été prononcée assez rapidement,
3 semaines après qu'on ait arrêté. Et puis le mandataire qui nous avait été assigné a, pour le coup, était très bien aussi. Donc, et les choses se sont fait relativement rapidement. On va dire que la procédure au global entre le début et la fin a pris 9 mois, mais réellement c'est étalé sur 4-5 mois de démarches administratives et jusqu'à ce qu'il y ait une publication officielle 9 mois après, comme quoi effectivement la société était clairement liquidée. Donc pour le coup, à ce moment-là, pour rebondir sur une des premières questions qui avait été posée, on a quasiment trouvé plus d'aide une fois qu'on est eu liquidé qu'avant la liquidation, puisque à la banque, typiquement, pour négocier notre caution, etc., on a trouvé des gens qui étaient extrêmement empathiques, extrêmement compréhensifs, qui nous ont encouragés à continuer, etc. Donc des choses assez paradoxales, alors que de l'aide, c'est plutôt avant qu'on en aurait voulu. Et Virginie, j'ai oublié la 3e question. Non, je pense que c'est bon, Valérie. Ouais. Merci. Alors, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que Béatrice le rappelait tout à l'heure. Il existe en fait de nombreuses solutions pour les entrepreneurs, depuis le très très amont, depuis la réflexion sur l'idée jusqu'à le développement de l'entreprise et les difficultés quand on a besoin d'aide quand on est en difficulté. Le sujet, c'est que vous l'avez tous dit, c'est toutes ces solutions, elles sont pas forcément très connues, enfin en tout cas pas assez. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on vous en parle. Je pense que vous l'aurez compris à travers là aujourd'hui toutes les interventions. C'est pour ça aussi qu'on met à votre disposition sur nos plateformes des services d'orientation vers toutes ces structures, vers tous ces services et solutions pour vous accompagner. Donc il faut vraiment pas hésiter à les mobiliser. Il y a de nombreuses structures dont c'est le cœur de métier de vous accompagner et de vous aider dans vos démarches. Donc n'hésitez vraiment pas à les contacter. Merci à tous les intervenants qui ont répondu dans l'espace questions. Donc, on a quasiment toutes les réponses qui sont affichées. Il me semble juste, Jean-Pierre, qu'il y avait une question sur le point 5. Donc, je suppose que c'était sur les solutions de trésorerie où on vous demandait un peu plus d'informations. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ce sujet? Bonne question. Alors, est-ce qu'on peut trouver tout ça dans les organismes de financement? Il y a beaucoup d'organismes donc spécialisés sur le financement. Il y a aussi dans les banques. Alors, il y a plusieurs types de banques. Il y a des banques spécialisées aussi. Je peux pas développer là parce que c'est quand même un peu complexe. Ça dépend aussi d'une chose. Ça dépend si vous faites du B2B. C'est-à-dire que vous avez des clients professionnels que vous pouvez facturer, anticiper, auquel cas il y a pas mal de solutions possibles. Ou alors si vous faites du B2C, où là c'est plus compliqué parce que vous avez moins de marge. J'ai pas le temps de développer ça, mais enfin voilà, il y a un certain nombre de solutions qui existent et je pense que le mieux c'est de Alors déjà une chose, un conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est allez-y, fouinez les informations, il y en a partout, sur Google, sur Internet, tout ça, parce qu'il y a plein de gens des fois qui nous appellent, ils sont même pas renseignés, alors que basiquement déjà sur votre site BPI France on trouve énormément de choses, énormément de ressources, énormément de webinaires, etc. Et puis, il y a tout un tas d'autres informations. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher des informations. Il y en a beaucoup qui sont accessibles facilement. Et puis, comme je le disais, il y a des gens spécialisés sur le financement. Juste ajouter une chose, il y a eu une question sur une start-up, sur qu'est-ce que vous conseillez spécialement aux start-up. Là aussi, je vais faire 30 secondes, mais 2-3 choses. Attention au pacte d'associés, bien évidemment, parce que voilà, on fait ça ensemble souvent et parfois ça tourne au vinaigre à cause de ça, parce que c'est mal ficelé. Deuxièmement, les conditions de financement. On voit, nous, parfois, des start-up qui se sont faites financer, ont levé des fonds, mais il y avait des conditions pour ça, c'est-à-dire faire plus de temps de chiffre d'affaires ou temps d'embauche. Et puis, quand c'est pas fait, badaboum, ça se renverse de l'autre côté. Donc, faites très attention à ce sur quoi vous vous engagez. C'est pas juste des paroles en l'air, ça a des conséquences réelles après. Et puis, ça recoupe la troisième chose, ça recoupe ce que dit Valérie. Souvent, dans les startups, la solution, c'est de couper une branche. C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens ont tout voulu tout faire en même temps. Voilà, donc Valérie est un excellent exemple. Et c'est un cas qu'on a souvent dans l'accompagnement des startups. Donc finalement, en coupant une branche, ça va beaucoup mieux.
Bon, vous pouvez déjà réfléchir à quelle branche est la meilleure avant d'avoir des difficultés. Voilà, merci à vous tous en tout cas. Vous toutes. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous les intervenants. Merci à vous d'avoir été avec nous et pour toutes vos questions. Donc, vous retrouvez les questions là en live sur le chat. Le webinaire sera disponible en replay. Et puis, je vous invite à consulter le site de BPI France Création pour pouvoir être orienté vers tous ces réseaux qui peuvent vous aider à toutes les étapes de votre projet. Et ils seront heureux de vous accueillir et de vous aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Et faites-vous accompagner. Oui, prenez soin de vous.